Dans les environs, les colères de la Terre ont laissé des vestiges incroyablement variés. À quelques kilomètres du lac Pavin, le volcan Jonas a façonné une immense falaise de tuf de 500 mètres de long et 100 mètres de haut. Un lieu creusé par la main de l'homme pour en faire des habitations. D'abord un monastère au Xe siècle, c'est ensuite devenu la demeure d'un chevalier. Au Moyen-Âge, jusqu'à 600 personnes vivaient ici. Un habitat troglodytique hors norme que Cécile nous invite à découvrir avec le responsable des lieux, Vincent Salès. Voilà Cécile. Waouh! On arrive dans ce merveilleux endroit Ah oui, c'est beau. Hein, emblématique du site troglodytique de Jonas, qui est donc la chapelle. On est parfaitement tourné vers l'est. Et puis, on a ici tous les symboles religieux classiques avec la sacristie sur la droite. Aussi, ces 7 colonnes magnifiques. Tout comme ces superbes fresques. Hein. On peut voir des scènes de la vie du Christ. Ces fresques représentent un exemple rarissime des peintures rupestres du XIe siècle. Si certains visages ont été effacés à la Révolution, l'ensemble des peintures reste dans un incroyable état de conservation, et cela grâce à une astuce des bâtisseurs. c'est une richesse de couleurs et de techniques incroyable. Hein. Alors, comme il fait très chaud aujourd'hui, je vais t'emmener à un endroit qui est un petit ventilateur agréable. Tu vas voir. Volontiers, là. Ah, super. Tu sens l'air qui passe ici, Oui. c'est agréable et surtout ça a une fonction importante parce que ça veut dire que cet endroit est parfaitement conservé grâce à ce système de fluidité de l'air. D'accord. Et j'ai une question, c'est quoi ce trou-là? Ah, ici, en fait, c'est simple, c'était l'emplacement du clocher, figure-toi. Et tu vois les 2 petits trous qui sont aux extrémités, c'était l'emplacement pour les cordes. Et tu vois, quand on sonnait les cloches ici, eh ben, ça s'entendait très loin jusqu'au bout de la vallée. D'accord. Un endroit magnifique. Et ici, ça pourrait même sentir encore un peu le pain, parce que c'était la boulangerie. Le four appartenait au seigneur et le mettait à disposition des villageois, quelquefois avec des contreparties payantes. Moi, ça me rappelle aussi plein de souvenirs, puisque quand j'étais petit garçon, avec ma famille, nous avions une maison qui était pas très loin d'ici. Et donc, on aimait bien venir dans cette pièce particulièrement avec mes copains et on recréait un petit peu l'ambiance peut-être du Moyen-Âge, sans faire de feu, je te rassure, mais c'était quand même très sympa. Et évidemment, ce lieu, pour moi, il est chargé d'histoire et bien entendu, il est gravé dans ma mémoire. À l'époque où ces grottes artificielles étaient habitées, la façade avait une autre physionomie, car chacune des ouvertures était équipée de volets en bois. Voilà Cécile, on arrive enfin au sommet de ce château. 5e étage. C'était ici l'endroit de la bretèche, vraiment là où on pouvait appliquer le système défensif. Et puis, en temps de paix, on a transformé cet endroit en pigeonnier. Et donc, on voit ici ce qu'on appelle les boulins, ces fameux trous creusés encore une fois dans la roche et qui permettaient donc d'accueillir les pigeons. Et les pigeons, ça avait une importance considérable à l'époque, puisqu'on s'en servait évidemment pour leur viande, on s'en servait pour les œufs, bien entendu, qu'on récupérait, et puis aussi pour la fiente, parce que la fiente, c'était un engrais très puissant. Et comme on cultivait aussi un petit peu, eh bien, on récupérait avec bonheur toute cette fiente pour, évidemment, une meilleure culture. Ah, génial. Tout est bon dans le pigeon. Tout est bon dans le pigeon. Si à Jonas, les habitants cultivaient des légumes pour le quotidien, du côté de Montpeyroux, c'est la culture des vignes qui a offert la prospérité à ce village pittoresque. Avec ses tuiles rondes et ses pierres dorées, Montpeyroux a été élu plus beau village de France. Au XIXe siècle, l'épidémie de phylloxéra a mis un terme à la production viticole, mais il en reste néanmoins une véritable tradition gastronomique, dont Cyril Zen est le digne héritier. Ce chef étoilé est aujourd'hui l'un des plus fervents ambassadeurs de la gastronomie auvergnate. Pourquoi le choix de ce lieu? Pourquoi Montpeyroux? Et pourquoi avoir choisi ce bâtiment pour ouvrir ton restaurant? Et ben en fait, si tu veux, j'ai grandi dans une petite commune qui est juste sur une colline juste derrière, à vol d'oiseau. On doit être à peine 500 mètres. Et tous les matins, je me levais avec la tour de Montpeyroux, qui est juste derrière toi. Et pour moi, c'était une évidence de me retrouver dans ce petit village qui est vraiment atypique, où
où vraiment il fait bon vivre et on a un cadre qui est magnifique ici. C'est sûr. C'est vrai que pour moi, voilà, Montpérou, c'est typiquement le village méridional comme on peut le trouver aux limites de la Limagne dans le Puy-de-Dôme. Donc c'est le cadre parfait vraiment aujourd'hui avec ce temps pour préparer un bon plat typique de l'Auvergne. Justement, aujourd'hui, si tu es d'accord, on va préparer une potée auvergnate. Voilà, on va aller tous les deux en cuisine. D'accord. On y va? Allez, on y va. Allez. Alors tu vois, j'ai préparé un petit peu tous les ingrédients pour la recette de la potée. Là, tu as du chou vert frisé, du chou kale qui est un peu plus fort. On modernise un peu la potée avec des choux-fleurs jaunes, oranges, violets. Tes légumes, ils viennent d'où? Parce qu'ils sont assez variés. On trouve d'ailleurs du chou kale, quelque chose que tu as rajouté. C'est ton idée, quoi, je pense. Oui, justement. c'est ma Ça vient d'où? façon. C'est ma façon aussi à moi de revisiter un petit peu la potée. Ouais. En fait, tous ces petits légumes, ils viennent d'une productrice qui travaille en bio, qui est tout à côté d'Issoire, au Breuil-sur-Couze. Elle s'appelle Lise. À l'origine, En fait, la potée se faisait dans un pot de terre, d'où son nom. À l'intérieur. Voilà. Et la viande aussi, c'est très important. Eh oui. La queue du cochon, les pieds, le jarret. Donc là, tu vois, on va bien dessaler, donc rincer à l'eau claire pour enlever tout le sel. Mon grand-père élevait des cochons. Et à l'époque, c'était le charcutier du village, tu sais, qui venait, du coup, tuait la bête avec mon grand-père. Alors, ils emmenaient le cochon dans la cave. Le charcutier lui chantait des chansons, il sifflait. Après, il le massait, littéralement. Mais c'est important de le détendre, le cochon, avant qu'il soit tué, Oui. justement pour la texture de la viande. Traditionnellement, on peut varier le choix des légumes selon les saisons. Seul le chou est incontournable. C'est un plat qui va vraiment mijoter, qui va cuire pendant plus de 4 heures. Donc il ne faut pas couper les légumes trop fins, sinon après, tu ne vas pas les retrouver dans la préparation. D'accord. L'ail, donc tu vas en mettre 3 gousses d'ail dessus. Et alors l'élément aussi très important de la potée, c'est le chou. Tu vois, tu coupes en 4, Oui. mais tu laisses toujours la L'important, c'est côte. de Comme ça, garder, les feuilles de d'accord. chou, elles se tiennent bien, tu Ouais. vois. Elles vont pas se fondre dans la casserole. Donc là, je vais rajouter juste un petit peu d'eau. Tu vois, on va la mettre sur le gaz. Plus longtemps ça cuit, plus ça réchauffe, meilleur c'est. Là, on va prévoir au moins 4 heures de cuisson. Au moins 4 heures. Ah oui, minimum 4 heures. Là, maintenant c'est cuit, on va pouvoir passer... La dégustation. Tu vois, tu viens juste rajouter un petit peu de poivre, juste un petit peu du poivre mignonnette comme ça. J'adore ça. Et là, tu goûtes. Et tu vas me dire ce que t'en penses. C'est top. C'est vrai? C'est Ça super te bon. plaît? Ah oui, oui, excellent, Cyril. Merci beaucoup en tout cas. Je te propose, si tu veux, on va aller s'installer dehors au soleil. Ah oui, pour continuer. C'est un temps magnifique. Ah bah pour oui, finir de oui, je peux déguster pas juste, cette juste bonne commencer potée. là. Quittons Montpérou et sa tour pour découvrir un lieu unique en France. Voici le château de Murol, une forteresse comme vous n'en avez probablement jamais vu. Elle ressemble étrangement à la forteresse d'Alep en Syrie, que Bernard de Murol découvrit lors des croisades. S'en serait-il servi de modèle? Tout porte à le croire. Son architecture en fait un lieu unique en son genre et riche d'histoires. Des histoires que Bogdan Sobkovitz ne se lasse pas de conter encore et encore. C'est la bise. Alors, t'es venu me rendre une petite visite dans mon bureau? Château de Murol. Château de Murol, bien sûr. Le plus beau château d'Auvergne, donc par conséquent le plus beau château du monde, on est bien d'accord. On est bien d'accord. On va en voir un peu plus, je vais te faire découvrir les petits secrets du château qui se trouvent là-haut. Ça marche, et bah je te suis. Eh bien, par ici, Zapartieux, comme on dit Allez, en c'est Auvergne. parti. Ah ben regarde, tu vois, ici on a une concentration de systèmes de défense. Là, les assaillants, ils s'en prennent, mais alors méchamment. Tu vois les plateformes circulaires là? Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle des échauguettes. Eh ouais, ça vient de l'ancien français échauguet qui signifie surveiller. Et ça servait aussi à pouvoir tirer à l'arbalète, l'arc ou à l'arquebuse au pied des remparts et dans la basse-cour. Le mur en pente, là, ce fameux glacis, quand tu jettes une pierre de là-haut, tu n'as même pas besoin de la lancer, tu la jettes. Elle rebondit, et à un moment, elle part à l'horizontale. Et quand ça arrive dans un groupe d'assaillants, ça te fait un effet strike. Et cerise sur le gâteau,
Tu vois ces 3 petites constructions en rectangulaire sur ce mur là? Bah ça, c'est ce qu'on appelle en ancien français des retraits. C'est tout simplement des toilettes. Ah oui, des Les toilettes. latrines. Hein. En cas d'attaque, tu te mets là-dedans, là. Là, tu jettes des pierres par le trou des toilettes, ça arrive sur le glacis et ça part à l'horizontale. Autre particularité du château, le seigneur de Murol a laissé une incroyable quantité d'écrits et de descriptions du quotidien. Une mine d'or qui a révélé d'étonnantes informations sur le régime alimentaire du Moyen-Âge. Ah. Et nous voilà transportés par la force du feu dans le passé. Et surtout dans la cuisine. Et surtout dans la cuisine, oui. Ah oui, sacré lieu de vie ici. Hein. Alors là, tu vois, on est dans la cuisine du château avec ce splendide cantou, cette cheminée traditionnelle du Massif central. Hein. Ouais. Parce que comme tu l'entends, quand on est là-dedans, cantou, parce qu'on entend le feu canter, chanter. Donc ce qu'on trouve sur la table, c'est principalement des produits qu'on va produire sur place, mais on va être obligé quand même d'en acheter un petit peu ailleurs. Hein. Des épices, par exemple. Là, on a... De la muscade. Très bien. Cardamome. Du gingembre, de la cannelle et du safran. Et là, on a un petit peu tout ce qu'on pouvait trouver. Les légumes de l'époque, des fèves, pas de haricots ni de pommes de terre. Il faudra attendre la découverte de l'Amérique. Et le tout, bien entendu, avec la base de l'alimentation, le pain. Là, on va en faire quand même une consommation assez importante, à peu près 1,5 kg par jour et par personne. Et quand même, on le respecte, le pain. Symboliquement, c'est le corps du Christ. Comme on est de très bons chrétiens, on respecte le pain. Puis en même temps, comme on est de très très bons chrétiens, on est aussi de très très bons chrétiens avec le sang du Christ. Puisque la consommation a été estimée, grâce aux écrits de Guillaume de Murol, à peu près 2 litres par personne et par jour. Un vin un peu plus léger que maintenant, mais bon, on se méfie de l'eau à l'époque. Hein. Pas question pour Cécile de quitter le château sans avoir profité de son sublime panorama. Tu vois, d'ici, on domine quand même toute la haute cour. Hein. Et on a quand même une splendide vue là sur cette magnifique couverture en lauze qui a été refaite totalement à la fin des années 1990. Parce qu'imagine-toi qu'avant cette campagne de restauration, il n'y avait pas de charpente, pas de toiture, que des ruines. Pourquoi ce château, il était en ruine? Tout simplement parce que son dernier propriétaire privé, le comte de Chabrol, va l'abandonner quelque temps avant la Révolution française. Et à partir de là, il va subir le sort de très nombreux châteaux en France et va servir de carrière de pierre pendant tout le long du 19e siècle. Et donc d'ici, on a quand même une vue à 360 degrés sur tout le territoire de Guillaume de Murol. Ah, c'est pas le Sancy non plus. Hein. En face, ouais, le Sancy. Tout le massif du Sancy. Ouais, c'est quand même une vue super spectaculaire d'ici. Ça me coupe les mots. Laissons Cécile tout à son émerveillement pour continuer notre découverte du Puy-de-Dôme. Voici Nicolas. Il est cartographe. Très attaché à son territoire, il consacre son temps libre à l'entretien des sources du Puy-de-Dôme, comme ici à la très emblématique source de la Tête de Lion, un lieu protégé par le Conservatoire des espaces naturels d'Auvergne, car son eau est non seulement gazeuse, mais également salée et très riche en fer.